le temps de Vladimir Poutine semble inexorablement se réduire. L'histoire regorge d'exemples d'empires qui, alors même que leurs armées saignaient sur les lignes de front, se sont effondrés sous le poids de leurs propres contradictions internes. Aujourd'hui, un tel schéma paraît se dessiner en Russie. D'abord l'enlisement militaire, puis la fragilisation progressive de l'arrière. Désormais, les craquements qui résonnent au cœur du Kremlin deviennent de plus en plus audibles. Ce qui rend cette évolution particulièrement significative, c'est l'origine des critiques. Des blogueurs militaires influents, suivis par des millions de personnes, des députés ayant bâti leur carrière politique dans l'orbite du pouvoir, ainsi que des oligarques enrichis grâce aux contrats publics. Tous commencent à exprimer ouvertement leurs réserves, voire leur mécontentement. À la racine de ce basculement se trouve une réalité simple. Les élites russes ressentent désormais, de manière directe et tangible, les conséquences économiques et stratégiques de la guerre en Ukraine. La situation budgétaire est devenue si tendue que le Kremlin semble avoir franchi un seuil critique. Afin de compenser l'épuisement des ressources allouées à la défense, le pouvoir s'est tourné vers les grandes fortunes du pays. Des informations relayées par The Guardian indiquent qu'en mars 2026, Vladimir Poutine aurait personnellement sollicité les oligarques pour contribuer au financement de l'effort de guerre. Cette démarche s'inscrit dans un contexte où les dépenses militaires ont augmenté de manière spectaculaire, près de 42% en un an, atteignant environ 167 milliards de dollars, sous l'effet conjugué des sanctions internationales et de la baisse des revenus énergétiques. Le déficit budgétaire, quant à lui, aurait déjà dépassé 90% des prévisions annuelles dès les 2 premiers mois de l'année. Face à cette pression, certaines figures influentes auraient consenti à des contributions substantielles. Par exemple, Souleymane Kerimov aurait promis 1,2 milliard de dollars, tandis que Oleg Deripaska aurait accepté de verser une somme non précisée. Toutefois, ces engagements, présentés officiellement comme volontaires, peinent à masquer la gravité de la crise financière. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, s'est empressé de démentir toute contrainte étatique, affirmant que l'initiative provenait d'un entrepreneur anonyme et relevait d'une décision privée. Une explication qui, malgré sa prudence, ne dissipe guère les doutes quant à l'ampleur réelle des difficultés. Pour saisir pleinement cette inflexion, il convient d'observer la situation sur le front. Selon les données de l'état-major ukrainien, les pertes russes auraient atteint environ 89 000 hommes au cours du premier trimestre 2026. La seule journée du 17 mars aurait enregistré 1710 pertes, un chiffre record pour l'année. Et ce bilan ne représenterait que le prélude à une offensive printanière encore plus coûteuse. Plus préoccupant encore, un phénomène inédit semble émerger. Pour la première fois, le nombre de nouvelles recrues serait inférieur à celui des pertes enregistrées. Le système de recrutement montre des signes évidents d'essoufflement. Dans certaines régions, les autorités locales sollicitent les entreprises pour établir des listes d'employés mobilisables, tandis que le ministre de l'Éducation, Valérie Falkov, aurait demandé aux universités d'orienter 2% de leurs étudiants vers le service militaire. Ces mesures sont perçues comme les prémices d'une mobilisation implicite, et la population ne s'y trompe pas. Dans ce contexte, un phénomène inédit se produit. Les voix mêmes qui soutenaient autrefois la ligne officielle commencent à s'en détacher. Certains blogueurs militaires vont jusqu'à affirmer que l'armée ukrainienne surpasse désormais les standards de l'OTAN, soulignant qu'elle est devenue un véritable laboratoire de transformation militaire. Bien que ces propos puissent paraître excessifs, ils reflètent une perception croissante au sein de certains cercles russes. Parmi ces voix, Yuri Podolyaka occupe une place centrale. Longtemps fervent défenseur des succès russes, il reconnaît désormais la supériorité opérationnelle de l'adversaire, notamment en matière de frappe en profondeur et de guerre logistique. Il souligne l'incapacité persistante des forces russes à protéger leurs arrières, en particulier face aux attaques de drones, et déplore le manque d'équipements de brouillage efficace. Ce type de prise de position est d'autant plus remarquable qu'en Russie, la diffusion d'informations jugées défaitistes peut être lourdement sanctionnée. Le fait que ces critiques émergent malgré les risques juridiques témoigne de l'intensité des tensions internes. Les analyses montrent d'ailleurs une augmentation significative du nombre de publications critiques émanant de ces milieux, signe d'un basculement progressif du discours. Les témoignages issus du terrain viennent renforcer ce constat. Certains observateurs évoquent des pertes massives survenant avant même l'engagement direct, dans des zones fortement exposées aux drones ukrainiens, de véritables corridors de mort. Dans certains cas, jusqu'à 80 à 90% des pertes seraient subies sans contact direct avec l'ennemi. D'autres figures, comme Alexander Khodakovsky, mettent en garde contre une reprise d'offensive à grande échelle, qui risquerait de multiplier les pertes de manière exponentielle. Parallèlement, des journalistes et correspondants de guerre dénoncent les promesses financières faites aux recrues, affirmant que ces compensations ne sont souvent versées qu'après leur décès. Enfin, certains témoignages dressent un portrait particulièrement sombre de l'évolution des combattants. Jeunes recrues enthousiastes à leur arrivée, elles deviennent, pour les survivants, des commandants aguerris après des années de guerre, tandis que les échelons supérieurs échappent largement à toute forme de responsabilité quant aux pertes humaines. Ainsi, au-delà des chiffres et des déclarations, se dessine une réalité plus profonde.
celle d'un système soumis à une pression croissante, où les fractures internes deviennent de plus en plus visibles à mesure que le conflit se prolonge. Ces paroles résument à elles seules la décomposition profonde du système. Mais, en Russie, le prix à payer pour dire la vérité est exorbitant. En 2024, un blogueur volontaire connu sous le pseudonyme de MS, Andrei Morozov, publia des données révélant qu'environ 16 000 soldats russes avaient trouvé la mort lors de l'offensive d'Avdiivka. Dès le lendemain, le responsable de la propagande, Vladimir Solovyov, exigea qu'il soit sanctionné. Sous la menace de voir son unité privée d'approvisionnement, Morozov fut contraint de supprimer sa publication. Il s'exécuta, avant de mettre fin à ses jours. La même année, un ancien opérateur de drones, Dmitri Goudouin-Lizovski, accompagné de son collègue Sergueï Ernest Gritsaï, diffusa une vidéo accusant leur supérieur de dissimuler un trafic de drogue. Le lendemain, tous deux furent transférés de leurs fonctions techniques vers des unités d'assaut d'infanterie. 2 semaines plus tard, ils furent éliminés. Tel est le prix de la vérité. Pourtant, en 2026, un nombre croissant d'individus semble prêt à assumer ce risque. Et il ne s'agit plus seulement de blogueurs. Même au sein du Kremlin, certains commencent à s'y exposer. Ilya Remeslo, figure notoire du système et acteur clé dans des poursuites judiciaires contre l'opposant Alexeï Navalny, longtemps fidèle relais du pouvoir présidentiel, incarnait jusque-là une loyauté sans faille. Pendant des années, il célébra la grandeur de Vladimir Poutine. En mars 2025, lors des négociations entre Donald Trump et Vladimir Poutine, il comparait encore la diplomatie russe à une partie d'échecs magistrale. Mais le 17 mars 2026, ce même homme publia sur sa chaîne Telegram un manifeste retentissant. Il y décrivait la guerre comme une impasse stratégique, entretenue uniquement pour satisfaire l'orgueil personnel du président. Il y dénonçait tour à tour la destruction économique, la censure d'Internet, les abus de pouvoir accumulés en 26 années de règne, l'absence d'opposition réelle, ainsi que le train de vie extravagant du chef de l'État. Sa conclusion résonna comme une déflagration au cœur du Kremlin. Vladimir Poutine ne serait pas un président légitime, mais devrait démissionner et répondre devant la justice en tant que criminel de guerre. Ce qui rend ce manifeste extraordinaire n'est pas tant son contenu. Des voix dissidentes tiennent ce discours depuis longtemps, que l'identité de son auteur, lui-même issu de l'appareil du pouvoir. Le langage employé par Remeslo rappelait d'ailleurs celui utilisé par Evgeny Prigojine dans les mois précédant sa tentative de rébellion, avortée en 2023. La réaction du Kremlin ne se fit pas attendre. En moins de 48 heures, Remeslo fut interné à l'hôpital psychiatrique Skvortsov-Stepanov de Saint-Pétersbourg. Il ne s'agit pas d'un établissement ordinaire, mais d'un lieu tristement célèbre, héritier de la psychiatrie punitive soviétique, où les dissidents étaient autrefois déclarés fous afin d'être réduits au silence. En 2026, le recours à de telles méthodes évoque un retour inquiétant aux pratiques des années 1970. Ce réflexe révèle un pouvoir sous tension, voire en proie à une forme de panique. Toutefois, l'affaire Remeslo comporte une dimension plus profonde encore. Selon les analyses du Riedl, il demeure impossible de déterminer si ce manifeste relève d'une conviction sincère, d'une contrainte exercée en coulisses, ou d'une manœuvre orchestrée par une faction interne mécontente. Certains envisagent même qu'il s'agisse d'un test délibéré destiné à mesurer la réaction de l'opinion publique. Une telle hypothèse est peut-être la plus inquiétante. Elle suggérerait que des scénarios visant à écarter Vladimir Poutine du pouvoir sont désormais discutés au sein même du Kremlin. Le journaliste Vladimir Koutcharenko souligne précisément cette possibilité, estimant que les élites dirigeantes pourraient désormais percevoir Poutine comme un facteur de blocage, voire comme une figure devenue toxique, dont l'éviction constituerait la seule issue pour l'avenir du pays. La contestation ne se limite d'ailleurs plus aux sphères informelles. Elle gagne également les institutions. À la Douma régionale de Samara, le député Grigori Yeremiv, témoin de la quasi-totalité des 26 années de pouvoir poutinien, a livré une déclaration d'une rare virulence. Il affirme que les objectifs de la guerre en Ukraine ne sont pas seulement inatteints, mais désormais inatteignables. Selon lui, le président poursuit le conflit uniquement pour éviter d'être jugé par l'histoire comme un dirigeant défaillant. Dans un moment de franchise exceptionnelle, il a même déclaré que Vladimir Poutine lui-même serait conscient de l'échec et de l'erreur stratégique que représente cette guerre. Il l'a décrite comme une entreprise d'érosion des vies humaines et des destins individuels. Bien que les autorités aient tenté de couper son microphone, elles échouèrent pendant 7 minutes. 7 minutes suffisantes pour qu'une vérité, longtemps étouffée au sein du Parlement russe, soit enfin entendue. Fut-il sanctionné? Inevitablement. Un tribunal de Samara lui infligea une amende de 30 000 roubles. Dans un pays où Telegram est restreint, où les VPN sont bloqués et où YouTube est ralenti, un député se voit ainsi puni pour avoir, en substance, exercé ce qui relève ailleurs de la liberté d'expression.